Nous écoutons d'abord Monsieur Étienne Michel, qui était responsable du CEGEC, c'est-à-dire de l'enseignement catholique durant 20 ans, jusqu'au mois d'octobre de l'année dernière. Et en même temps, comme la communication se fait à deux, nous entendrons Monsieur Jean-Paul Nigéla, que je n'ai pas besoin de présenter. Merci beaucoup pour cette communication à deux voix. Nous allons juste vous partager les expériences des séminaires organisés par l'Institut Pacte Éducatif Africain. Cet institut qui a été créé à la suite du Pacte Éducatif pour aider les conférences épiscopales à implémenter les contenus du Pacte Éducatif. Voilà. Moi, je présente juste le côté théorique, et puis par après, mon collègue Étienne Michel, avec qui on travaille sur ce projet, va présenter le côté pratico-pratique. Très bien. Voilà. La genèse de ce projet, comme Monseigneur Bonny vient de le dire, c'est parti depuis 2017. Plusieurs rencontres ont eu lieu. Et le grand moment décisif, où la plupart d'entre nous étaient là, ce fut alors l'aboutissement de Kinshasa, après la réunion, le symposium de Yaoundé. Et donc c'est à Kinshasa qu'a été signé ce pacte éducatif africain, qui est une version du pacte éducatif global promu par le pape François en 2019. Donc ce pacte a été reçu par le Saint-Père Pape François, et nous avons donc une délégation qui a été lui remettre ce pacte. La plupart sont ici, sauf les cardinaux, qui se sont effectivement excusés. Alors, nous avons continué notre travail, puisqu'en 2023, nous sommes retrouvés à Abidjan. Et avec cette restitution, qui était le premier congrès, on s'est rendu compte qu'il fallait passer à une vitesse accélérée, mais en termes d'activité. Alors voilà l'inauguration en quelque sorte des activités de l'Institut Pacte Éducatif Africain, qui s'est donné comme motif, comme mission, la recherche, la formation et l'accompagnement. Dans la même occasion, alors fut lancé officiellement ces activités. On a présenté aussi les visions de cet institut jusque-là. Au niveau du lancement, nous avons bénéficié d'une collaboration de l'Institut de la francophonie, et donc il y avait plus de 12 pays qui étaient représentés. Alors, on peut se dire, mais les pluralités, où est-ce que ces pluralités entrent en dialogue? C'est-à-dire que dans ces séminaires-là, plusieurs personnes venant des différentes conférences épiscopales se rencontrent et commencent alors, à partir d'un projet concret, d'un questionnaire bien préparé, de donner leur point de vue, de partager leurs expériences. C'est aussi le moment de mutualisation des expériences. Et plus concrètement, c'est lancé alors avec le CEGEC Belgique, le secrétariat général de l'enseignement catholique Belgique francophone, un projet, puisqu'en fait, pendant le premier séminaire, on a identifié 4 domaines où il fallait vraiment renforcer surtout l'enseignement catholique en Afrique. C'était la question de la gouvernance, la formation permanente. Maybe someone could translate for Bishop Joachim. Yeah, Father Michel can translate. Yeah. Le numérique et les missions. Et donc, pour commencer à aborder le premier point, on a commencé un projet qui va couvrir toutes les conférences épiscopales
sur les missions. Sur les missions de l'école catholique. Nous avons commencé avec la région seulement des Grands Lacs et nous prévoyons aussi d'autres séminaires qui vont couvrir d'autres régions avec les pays différents. Et tout ça se fait à partir et en lumière du pacte éducatif africain. Alors, plusieurs protagonistes entrent en jeu. Il y a évidemment nos universités partenaires. Les universités partenaires, la plupart des universités partenaires sont représentées ici. Il y a également les coordinateurs nationaux du pacte éducatif africain, parce que chaque conférence épiscopale a nommé quelqu'un qui représente le pacte éducatif. Il y a aussi les secrétaires de l'enseignement catholique au niveau de chaque pays, et puis alors les techniciens. Nous travaillons avec l'OIEC, c'est-à-dire l'Office international de l'enseignement catholique, section Afrique. Nous travaillons également avec l'OCHEA, qui est le niveau le plus élevé au niveau de l'Église d'Afrique. Voilà. Alors, pluralité en dialogue, mais qu'est-ce que cela engage? Ce qu'on va constater, c'est que dans ces travaux, nous croisons les gens qui ont un statut, différents statuts canoniques. Il y a les laïcs, il y a les sœurs, il y a les prêtres. Nous avons les cultures différentes. Nous avons les pays différents avec les systèmes scolaires qui ne sont pas les mêmes. Nous avons les expériences qui diffèrent aussi, évidemment. Et nous avons les chercheurs, c'est-à-dire les gens qui viennent des universités partenaires, et puis hommes et femmes de terrain. Et il y a d'autres, évidemment, d'autres éléments qui rentrent en compte. Alors, ce que nous avons constaté jusqu'ici, c'est qu'il y a des conditions qui permettent qu'on puisse avancer de manière très très rapide et harmonieuse. C'est que nous partons tous de la même foi. Nous sommes animés par la même foi, et donc du coup ces séminaires sont finalement une expérience ecclésiale et de renforcement en fait des capacités. Nous avons constaté, et là je vais vers la fin, que par exemple, quand on commence les séminaires, toute personne veut défendre son modèle. Et petit à petit, avec la confiance qui s'installe, l'écoute, la fraternité, alors là on se lâche, et petit à petit, alors on commence à construire ensemble. Donc ces expériences sont des moments où l'on construit ensemble, sont aussi des moments où nous vivons en fait la communion d'église à travers le domaine de l'éducation. Et après ça, les équipes qui représentent les pays retournent chez eux avec des projets beaucoup plus concrets et qu'on essaie d'accompagner sur le terrain. Voilà, moi je passe la parole à Étienne qui va vous présenter alors les éléments concrets. Voilà, le plus fort c'est que ça marche. Merci Jean-Paul. Donc on s'est évidemment coordonné pour préparer cette intervention à deux voix. Jean-Paul a évoqué les deux premiers points, le contexte, les objectifs. Et je vais, pour ma part, évoquer les deux derniers points, la méthode de travail que l'on a mis en œuvre dans ces séminaires et le cadre conceptuel. Alors, notre méthode tient en 4 éléments. Tout d'abord, premier élément, 2 hypothèses de travail. L'enseignement catholique se définit par son projet, le projet éducatif de l'enseignement catholique, mais aussi par son modèle d'organisation. Deuxième élément de méthode, il s'agit de partir d'un diagnostic
évolutions religieuses, culturelles et sociétales pour s'interroger sur les défis à relever par les écoles. Troisième élément de méthode, prendre appui sur des données d'enquête. Je voudrais dire à ce sujet-là que l'on a constitué un questionnaire que l'on a fait passer aux participants avant le séminaire, et on a un accord avec le service d'études du CEGEC qui est représenté aujourd'hui par son directeur Étienne Descamps pour le traitement de ces données. Et ces enquêtes, nous allons les faire passer systématiquement avec tous les pays avec lesquels on va travailler, et je peux vous dire qu'il y a également un projet de constituer progressivement une base de travail plus large, y compris à l'échelle européenne, sur base des mêmes données d'enquête. Et le dernier élément, traiter les questions en référence à des cadres théoriques appropriés. Alors, je m'arrête tout d'abord sur la question du diagnostic. Est-il si nécessaire de réaliser un diagnostic de la situation dans laquelle nous nous trouvons? Et j'ai été chercher une référence qui est celle de Paul Valadier, qui nous avait fortement aidé à la fin des années 90 lorsque nous nous sommes posés des questions de ce type dans l'enseignement catholique francophone. Je vais vous lire 2 slides de Valadier. La question qu'on lui avait posée, c'était évidemment quelle est la pertinence de la foi et de la tradition chrétienne dans l'acte d'éduquer. Voilà quelle était sa réponse. La réponse à la question quelle est la pertinence de la foi et de la tradition chrétienne dans l'acte d'éduquer dépend du diagnostic que nous portons sur la situation culturelle actuelle de nos contemporains, du regard et de l'analyse que nous portons sur la société moderne. La raison fondamentale en est que c'est par rapport à cette situation culturelle, par rapport au sort qu'elle propose ou impose à nos contemporains, qu'il faut bien évidemment situer l'acte d'éduquer. Car l'acte d'éduquer consiste à prendre l'homme ou l'enfant ou l'adolescent là où il est, tel qu'il est, pour l'aider à trouver sa juste place dans cette société-ci et non pas dans une autre. Et Valadier de poursuivre. Cette option qui peut paraître évidente ne l'est pas. On peut refuser cette option au profit de celle qui consisterait à dire « Attention, le monde de la foi et de la tradition chrétienne est un monde qui est en lui-même institué comme une totalité suffisante. Il a ses articulations propres et d'une certaine façon, il n'a rien à recevoir de la société et de la culture. Bien plus, il doit être en méfiance à l'égard de cette culture et de cette société. » Vous voyez que d'un point de vue théologique, si j'ose utiliser ce terme, il y a un postulat que nous suivons et qui est celui proposé par Valadier. Alors, notre cadre conceptuel distingue, je l'ai dit, le projet éducatif, donc je vais d'abord évoquer cela, et ensuite le modèle d'organisation. Alors, dans le projet éducatif, les 3 premiers points sont des éléments du diagnostic, les évolutions religieuses, les évolutions culturelles, les principaux enjeux sociétaux. Le 4e point, ce sont les défis à relever par l'école. Et le 5e point, ce sont des scénarios théoriques et prospectifs. Donc des scénarios théoriques pour penser l'évolution possible des projets éducatifs de l'enseignement catholique. Le modèle d'organisation, nous avons suivi la même logique. D'abord 3 composantes de diagnostic. Le rapport entre les écoles et l'Église, le rapport entre les écoles et l'État, le rapport entre les écoles et la société civile. Un 4e point, ce sont l'identification des défis pour l'organisation des écoles catholiques. Et de nouveau, un 5e point, des scénarios prospectifs, des scénarios qui permettent de penser les évolutions possibles du modèle d'organisation de l'enseignement catholique. Et la conclusion, ce sera la mise en correspondance des scénarios. Donc je vais être obligé de passer assez vite sur tout cela, compte tenu du temps qui nous est imparti, hein, mais si il faut approfondir quelque chose, tu me feras signe, si tu veux. Donc les évolutions religieuses. Nous avons, dans notre enquête, posé plusieurs questions sur les évolutions religieuses en cours dans les différents pays.
je n'en retiens qu'une ici, faute de temps, dans le contexte de votre pays, comment évolue selon vous l'importance de la religion catholique dans la vie sociale. Alors ce qui est intéressant, ce sont les réponses contrastées. Au Burundi, on nous dit l'importance de la religion catholique dans la vie sociale augmente, au Congo aussi, et au Rwanda aussi, elle diminue. Quand il y a comme ça des divergences apparentes, c'est toujours intéressant. Ça veut dire qu'il y a un point de débat. Et un des éléments du point de débat tient notamment à l'importance objective et essentielle que joue par exemple l'Église catholique au Congo, compte tenu de la situation politique qui existe là-bas. Au Rwanda, la situation politique est un peu différente, le rôle de l'État est un peu différent, et c'est comme ça qu'on a des réponses concrètes. Alors, une illustration, la répartition des étudiants selon l'appartenance religieuse dans une école de Rwanda. Ceci renvoie à ce qui a été discuté abondamment hier. Vous voyez qu'au début de la période, en 2015, il y avait grosso modo 65% des élèves de religion catholique dans cette école. En fin de période, en 2023, on est tombé grosso modo à 40%. Et la différence est surtout assumée, si vous voulez, par la croissance relative importante des élèves de confession protestante. Vous voyez l'islam, les adventistes, les témoins de Jéhovah, tout ça reste relativement stable. On est évidemment dans un contexte de pluralité confessionnelle croissante dans cette école et dans le nombre d'écoles que nous avons pris en considération. Alors, des questions sur les évolutions culturelles, de nouveau je ne peux pas rentrer dans les détails, dans le contexte de votre pays, comment se caractérise pour vous l'évolution du rôle et de l'importance des autorités traditionnelles, parents, familles, villages, voisins, enseignants, églises, etc. Il y avait beaucoup d'autres questions du même type, mais je n'approfondis pas. Alors, les principaux enjeux sociétaux qui ressortent de ces données d'enquête, tout d'abord le vivre ensemble. La question des conflits et la nécessité du dialogue, le fondamentalisme religieux, le tribalisme et l'ethnicisation des rapports sociaux, la place des femmes dans la société, l'évolution des mœurs. Deuxième groupe, le bien commun, les phénomènes de corruption, les inégalités sociales, le respect de l'environnement. Troisième groupe d'enjeux, la qualité, l'accessibilité du système scolaire et le défi démographique. S'il y a bien une spécificité à l'enseignement en Afrique, c'est évidemment celui de la dynamique démographique qui laisse entendre qu'on va avoir besoin en Afrique de renouveler le corps enseignant de manière très très importante au cours des prochaines années en raison de la dynamique démographique qui reste assez importante. Et puis, dernier élément, la transmission culturelle et religieuse. Alors, les principaux défis, non pas pour la société, mais pour l'éducation, pour les écoles, pour le système scolaire, veiller à la formation dans toutes ses dimensions, intellectuelles, physiques, morales, affectives, spirituelles, religieuses. L'école catholique est aussi toujours d'abord une école tout court. Tenir ensemble l'enracinement de la tradition chrétienne, d'une part, et les évolutions culturelles et religieuses contemporaines, d'autre part. Donc il y a une dialectique à essayer de faire vivre. Idem, tenir ensemble la raison et les convictions, former des consciences libres et éclairées, apprenant à discerner le vrai, le bon et le beau, développer l'esprit critique pour éviter les risques de manipulation. Et enfin, tenir compte des défis sociétaux spécifiques dans le contexte spécifique de chaque pays, conception du bien commun, etc. Alors, j'en arrive au point des scénarios prospectifs. Ce sont des scénarios que je qualifie à la fois de théoriques. Donc, il n'y a pas un scénario normatif de référence, mais ce sont des scénarios qui aident à penser des évolutions possibles pour les projets éducatifs de l'enseignement catholique en Afrique et ailleurs dans le monde. Scénario 1, le centrage, recentrage sur l'identité confessionnelle catholique. C'est le scénario d'une école catholique par des catholiques pour des catholiques. Deuxième scénario, l'école catholique du dialogue. C'est ce que Livenbourg a surtout évoqué hier.
l'idée que l'école catholique, en tant qu'école catholique, peut avoir comme mission particulière de promouvoir le dialogue interconfessionnel en son sein. Troisième scénario, l'éducation par la culture. L'idée sous-jacente, c'est que la religion est un des fondements essentiels de la culture, même si en Afrique, le christianisme, à l'échelle de l'histoire du continent, est un fondement relativement récent, un processus d'inculturation catholique relativement récent en Afrique. Scénario 4, l'éducation aux valeurs. C'est l'idée d'avoir une école catholique, si vous voulez, si vous passez l'expression, réduite à l'enseignement des valeurs caractérisées par le christianisme. Dans ce scénario-là, on retient au fond les valeurs que tout le monde peut accepter du christianisme, la dignité de la personne, le respect de la personne humaine, etc., etc. Et le scénario 4-5, c'est celui de la sécularisation. C'est un scénario que nous n'avons évidemment pas de nos voeux, mais c'est un scénario théoriquement possible, qui est l'enseignement catholique cesse de se revendiquer de la tradition chrétienne de l'éducation. On doit savoir que, en tout cas dans les pays où la sécularisation est la plus avancée, c'est un scénario tout à fait possible. On n'est pas tout à fait dans ce schéma-là en Afrique, ça c'est déjà quelque chose qui paraît assez clair. Alors le modèle d'organisation, donc on a procédé de la même façon, des éléments de diagnostic sur les rapports entre les écoles et les églises, comment les écoles catholiques sont-elles organisées dans votre pays. On a pris juste cette question-là pour l'exposé d'aujourd'hui. Organisées par les diocèses, par les congrégations, parfois par l'État. C'est intéressant de se rendre compte, par exemple, au Burundi, il y a eu un épisode de reprise des écoles catholiques par l'État, un peu comme en Europe, on l'a connu aux Pays-Bas, par exemple. Et il y a aussi un dernier schéma, c'est l'organisation d'écoles catholiques par des associations catholiques. On voit qu'en République du Congo, ils avaient cité cela. Bon, le rapport entre les écoles et l'État, on a repris ici juste une question, c'est les salaires des enseignants sont-ils pris en charge de l'État, par l'État. Donc ça donne un indice de subventionnement des écoles catholiques par l'État si les salaires des enseignants sont pris en charge par l'État. Le rapport entre école et société civile, ici on a repris une question qui est les écoles sont-elles financées par la contribution des parents, et on voit que c'est le cas, oui ou partiellement, dans la plupart des pays. Alors, les défis relatifs au modèle d'organisation, tout d'abord le défi de l'efficacité. Permettre la professionnalisation et la modernisation requise en regard des principaux paramètres de gouvernance, la gestion des écoles, le recrutement et la formation des directions, éléments du personnel, l'accompagnement pédagogique, la formation continuée, etc. Deuxième défi, le défi de l'équité et de la solidarité. Tenir ensemble responsabilité de proximité et responsabilité commune, tenir ensemble soutenabilité financière et ouverture à tous. Vous allez voir que c'est le point le plus délicat de toute l'affaire. C'est ce défi-là qui est le plus difficile à faire respecter de manière durable. Le défi de la légitimité, quel rapport à l'Église, un lien hiérarchique avec l'Église, un lien symbolique avec l'Église, un lien à la fois hiérarchique et symbolique, différentes possibilités existent. Quelle participation des laïcs, gestion synodale, gestion associative, tenir compte des besoins de l'histoire et d'organisation spécifique à chaque système scolaire. Alors, j'en arrive au scénario prospectif relatif au modèle d'organisation. De nouveau, j'ai identifié 4 scénarios, non seulement possibles, mais des scénarios aussi qu'on a observés dans l'histoire, non seulement en Afrique, mais ailleurs dans le monde aussi. Scénario 1, le scénario de la consolidation de l'organisation cléricale. Ce sont des écoles catholiques organisées directement sous l'autorité de l'Église. Scénario 2, un scénario de contractualisation entre des associations catholiques et l'État,
dans nombre de pays européens, c'est comme ça que ça fonctionne. Ce sont des associations catholiques dans lesquelles l'Église catholique peut bien sûr avoir des représentants de manière plus ou moins importante, et ces associations sont dans un lien de contractualisation avec l'autorité publique. Le scénario 3, c'est l'étatisation. Donc, ne croyons pas que c'est un scénario impossible. Et le scénario 4, c'est la privatisation. Donc la prise en charge des écoles dans une logique de marché. Voilà. Alors, j'en termine avec ce dernier transparent, qui est peut-être le plus intéressant dans les discussions qu'on peut avoir avec les responsables de l'enseignement catholique des différents pays. C'est bien sûr la mise en correspondance des scénarios relatifs au projet éducatif avec les scénarios relatifs au modèle d'organisation. N'importe quel scénario pour le projet éducatif n'est pas compatible avec n'importe quel scénario pour les modèles d'organisation. On pressent d'entrée de jeu que le scénario du recentrage confessionnel est évidemment, du point de vue du projet éducatif, est évidemment cohérent avec un scénario de consolidation cléricale pour le modèle d'organisation. Puis on arrive au scénario 2 et 3, l'école du dialogue et l'éducation par la culture. Ce sont des scénarios qui sont surtout crédibles dans un processus de contractualisation avec l'État. Je pourrais développer ça. Le scénario de l'éducation aux valeurs nous paraît être le scénario caractérisé par la plus grande plasticité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au fond, l'éducation aux valeurs, ça peut s'accommoder dans différents modèles d'organisation. On peut avoir des associations catholiques en contractualisation avec l'État qui se réfèrent de manière explicite à cette éducation aux valeurs. C'est compatible avec un modèle d'étatisation dans une certaine mesure, et c'est même compatible avec un scénario de privatisation. Ce scénario de l'éducation aux valeurs a eu un grand succès dans nos pays européens. On n'est pas très sûr que c'est ça qui soit de nature à faire vivre à long terme la spécificité de l'enseignement catholique et l'esprit de la tradition chrétienne de l'éducation. Et puis le scénario de la sécularisation, donc les écoles catholiques cessent de se référer à la tradition chrétienne. À ce moment-là, ces deux scénarios-là nous paraissent particulièrement compatibles, soit avec un scénario d'étatisation, soit avec un scénario de privatisation. Alors nous avons terminé nos réflexions par une observation que je crois fondamentale pour l'analyse de ce qui se passe en Afrique, c'est l'observation d'un bouclage entre la consolidation cléricale et le scénario de la privatisation. Aujourd'hui, dans un certain nombre de pays d'Afrique, la tendance existe, on peut le dire comme ça, existe clairement, de promouvoir une sorte d'alliance d'un modèle clérical avec un modèle de marché. Donc c'est l'idée que les écoles catholiques, par des catholiques, pour des catholiques, pourront particulièrement continuer à vivre dans une logique de recentrage sur un public privilégié qui va avoir les moyens de financer la scolarité dans une logique de contribution importante des parents ou dans une logique de marché. Le problème de ce scénario, c'est évidemment qu'il n'est pas compatible avec l'idée que l'on a exprimée tout à l'heure, qui est de promouvoir un principe d'équité et d'ouverture de l'enseignement à tous les publics. Je voudrais conclure en référence avec le thème de notre colloque, qui est que ces différents projets éducatifs et ces différents modèles d'organisation ne peuvent pas s'envisager de manière indifférente par rapport à toutes les questions relatives au pluralisme qui traverse nos sociétés. Dans de très nombreux pays, le pluralisme augmente,
Et dans un assez grand nombre de pays, l'enseignement catholique est un enseignement de masse. Compte tenu de ces deux idées-là, il y a certains scénarios qui s'éliminent relativement, j'oserais dire, facilement. Ce n'est pas facile, par exemple, pour donner cet exemple-là, d'imaginer professionnels dans une logique de consolidation cléricale et en même temps, de se concevoir comme un enseignement de masse avec un public pluraliste, etc. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ça n'est pas une évidence. C'est d'ailleurs pour ça que l'Yves Bouvre a ouvert la piste de l'école du dialogue, ce qui est déjà une autre manière de réfléchir à l'avenir. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long.